J'avais 7 ans, quand tu es entré dans ma vie. Je ne t'ai pas vu arriver. Personne ne t'a vu arriver. Tu t'es montré en 2013, un soir de février. Avant ton apparition, je me rappelle que j'avais régulièrement soif. Extrêmement soif. Je buvais énormément, des litres et des litres, mais la soif persistait. J'étais comme enfermée dans un tourbillon infernal. Boire, aller aux toilettes, toujours soif, reboire, aller aux toilettes, encore soif. J'avais d'ailleurs perdu beaucoup de poids, et mon teint était anormalement pâle. Je ne t'ai pas entendu toquer à la porte. Tu as effrayé ma mère et ma grand-mère. Oh, et moi ? À ce moment-là, je n'avais aucune idée du tsunami qui se profilait. J'ai voulu connaître ton nom, mais tu es resté silencieux. Ma mère a décidé d'appeler un médecin de garde, et c'est lui qui m'a donné ton nom. Diabète. Ensuite, tout s'est enchaîné très vite. À 5 heures du matin, j'ai été transportée dans la voiture de ma mère, accompagnée par ma grand-mère, car il fallait agir vite. À partir de là, tout est devenu flou. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu nous as suivis ? Dans la voiture, ma vision était similaire à un appareil photo qui n'arrivait pas à faire le focus. De même, je n'entendais plus que quelques bruits qui m'entouraient, comme dans une pièce insonorisée. Arrivé à l'hôpital, l'urgence, le déchaînement médical autour de moi. Jeune fille, est-ce que tu m'entends ? Comment t'appelles-tu ? Jeune fille, est-ce que tu m'entends ? Mon dernier souvenir fait une silhouette que je suppose être celle d'une femme approche sa main pour me fermer les yeux. Après ça, plus rien. Quand je me suis réveillée, absolument tout autour de moi était blanc, avec comme fond sonore. Je me rappelle avoir eu beaucoup de mal à ouvrir les yeux, tellement la luminosité me brûlait la rétine. J'ai passé une semaine entière au service intensif. Une horreur. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée entubée de partout, immobilisée, coincée là, comme un rat, sans comprendre tout ce qui m'arrivait. Et ce qui était banal auparavant était devenu un véritable parcours du combattant. Se lever, aller au sel, manger. Ma vue et mon œil étaient revenus, mais c'était maintenant au tour de mes jambes de me lâcher. Ma chambre était juste à côté du QG des infirmières, ce qui faisait que j'entendais tout ce qu'elles disaient, tout le temps. À part mes parents, je n'avais le droit de voir personne. Dans tous les cas, je ne supportais plus personne. Et encore moins le va-et-vient incessant des infirmières, de jour comme de nuit. Tout était bruyant et envahissant autour de moi. Les humains, les machines, et lui. J'avais fait un rêve une après-midi. J'étais chez moi, au salon. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ma mère en face au bureau, en train de travailler sur son ordinateur. J'ai regardé autour de moi, il y avait une belle luminosité dans la pièce. Tout était calme et apaisant. Puis j'ai regardé mes mains et la réalité a repris le dessus. On va faire la piqûre. J'aurais voulu la frapper pour m'avoir réveillée d'un si bon rêve et pour m'avoir touché sans mon consentement. Je t'ai vu derrière elle. Et à ce moment-là, pour la première fois, j'ai ressenti de la colère. Et depuis, elle ne m'a plus jamais quittée. Quand mon état s'est amélioré, je suis descendue à l'étage d'en dessous. Je suis passée du tout blanc au tout coloré. L'autre vision dystopique de l'enfer. À cet étage, il y avait d'autres enfants et adolescents. Mais cela m'était complètement égal. Par je ne sais quel miracle, je me pose encore la question aujourd'hui, j'ai réussi à me faire un ami. C'était le seul avec qui je passais des journées entières à jouer au baby-foot, au Uno, et à discuter de tout et de rien sur un canapé bleu en mousse. Il s'appelait Luca. Il était beaucoup plus âgé que moi. J'avais 7 ans alors que lui en avait 16. Son problème à lui ? L'anorexie. Lorsque je m'ennuyais, j'allais toquer à sa porte, et on partait dans la salle commune où on ne lâchait plus le baby-foot. Il a été d'une grande bienveillance et d'une grande patience avec moi. Merci Luca, d'avoir égayé mes journées. Au bout de 3 semaines d'hospitalisation, j'ai enfin pu retourner chez moi. Dans ma tête, c'était fini, on allait passer à autre chose, c'était qu'une mauvaise passe. Mais en réalité, pas du tout. Cela ne faisait que commencer. Je ne réalisais toujours pas ce qui m'arrivait. Pourtant, avec 3 semaines d'hospitalisation,
Des piqûres en veux-tu en voilà, des nuits courtes, un régime alimentaire strict, le discours répétitif des médecins sur le fait d'être atteint d'une maladie auto-immune à vie qui fait que... De quoi? Qu'est-ce qu'il y a à vie? Lui? Lui, là? Je comprends rien à ce que vous me dites. Ça veut dire quoi, tout ça? Et je n'ai que 7 ans, hein. Qu'est-ce que... Non, ne m'approche pas. Recule, recule, je te dis. Hé, tout va bien, ma chérie. Tu as fait une hypo. Tiens, je t'ai apporté de quoi te resucrer. Il est quelle heure? Minuit 30. Mange. Mange et rendors-toi. T'as entendu? Laisse-moi dormir. En primaire, parfois j'avais l'impression d'être au zoo. Mais pas du côté humain, du côté animal. Dès que je sortais ma trousse avec mon matériel médical, il y avait toujours 10 000 questions. C'est quoi? Ça sert à quoi? Comment tu fais? Ça fait mal. Pourquoi t'as ça? Ah mais ça veut dire que si tu veux pas faire sport, tu peux juste mentir. T'as la chance, tu peux manger en cours quand tu veux. Je peux essayer. Ah, c'est parce que tu as mangé trop de bonbons? Je me rappelle même que certains camarades se disputaient pour pouvoir venir avec moi dans une salle adjacente et m'aider à me piquer. Je détestais ces moments-là. Je détestais qu'on ait à m'aider. Je détestais qu'on ait pitié de moi. Et je détestais encore plus être le bon prétexte pour permettre la bonne action du jour. Au début, je tâchais de répondre à tout le monde en expliquant les termes scientifiques comme je le pouvais, avant de me rendre compte que certains n'écoutaient que par politesse. Mais pourquoi je me casse la tête alors qu'ils n'en ont rien à foutre? Cet enfer a duré jusqu'en 6e. J'ai ensuite changé d'école. Depuis, je n'ai plus jamais voulu revoir ces personnes, ni remettre les pieds dans cet établissement. À 11 ans, j'étais à l'école Steiner, mais mon quotidien n'avait pas changé pour autant. Quant à lui, il était toujours là, fidèle à lui-même. Cela faisait quand même 4 ans que cette sangsue me collait en permanence au basque. Chaque année, j'avais le droit à une journée VIP à l'hôpital. Avant d'y aller, je devais me préparer psychologiquement. Je pleurais toutes les larmes de mon corps et hurlais à la mort parce que je ne voulais pas y aller. L'entrée de l'hôpital accueillait ses patients avec une énorme banderole sur laquelle on pouvait lire « Hôpital ». Dès que j'apercevais cette putain d'affiche, j'avais la haine. Tout le bâtiment était d'un blanc immaculé qui faisait mal aux yeux, à l'intérieur comme à l'extérieur. À peine entrée, j'étais saisie par cette odeur de désinfectant qui brûlait les narines partout dans l'hôpital. Il fallait ensuite trouver le bon service, s'asseoir et attendre. Chaque minute paraissait interminable. Après un siècle d'attente, l'infirmier arrivait enfin et me disait « Allez, fais pipi de le pot. » Charmant. Je revenais ensuite dans la salle d'attente qui, entre-temps, s'était bien remplie, et j'étais là, avec mon petit pot de pisse, à attendre que l'infirmier daigne bien vouloir revenir. Quand mon tour arrivait, on prenait ma tension, on me pesait, on me mesurait, on me demandait mes ratios, mes glycémies, on prenait mon hémoglobine glyquée, et on me refaisait patienter en salle d'attente. J'enchaînais ensuite avec la diabétologue, la nutritionniste, la psychologue, et je terminais enfin vers les 13h. Mais ma journée était gâchée. Toute la matinée, on lui avait déroulé le tapis rouge. Ce n'était pas comme s'il prenait déjà toute sa place dans ma vie et n'avait pas assez d'attention sur lui. Et ma mère qui en rajoutait. Ils veulent que ton bien, tu sais. Ils font leur boulot. Et ils le font très bien. Tu les remercieras plus tard. Dans ces moments-là, je rêvais d'être à nouveau dans cette pièce insonorisée et de ne plus rien entendre. Pourquoi ai-je survécu? Il aurait fallu quelques minutes de plus pour avoir la paix. Rien que quelques minutes. Bienvenue au lycée. J'ai grandi, mais j'ai maintenant 17 piges. Eh oui, le temps passe vite. Enfin, ça dépend, parce que cet enfoiré est toujours là. Ça fait 10 ans que t'es là, tu veux pas mourir à un moment? Je veux dire, ça y est, t'as fait ton temps. Maintenant meurs. Je me souviens d'un rendez-vous avec ma diabétologue qui m'avait plongé dans une profonde déprime. Et encore, le mot déprime est faible. Beaucoup trop faible. Ilana, ton hémoglobine glyquée a dépassé les 10 et la limite est de 7. Tu comptes aller jusqu'où, comme ça? Je ne sais pas. Atteindre la barre des 20 peut-être. Ok, je vois.
Tu es au courant qu'il y a des complications qui peuvent apparaître dues à une mauvaise gestion du diabète au bout de 10 années. Sans blague. Tu es au courant, n'est-ce pas? Tu les connais. Tu peux devenir aveugle. Tes reins et ton foie peuvent te lâcher. Tes nerfs eux aussi risquent d'être touchés. Tes vaisseaux sanguins peuvent se boucher. La cicatrisation se fait plus lentement, voire plus du tout. On peut t'amputer des membres aussi. Tu veux terminer amputé? Oui, je les connais, ça va. Ça fait 10 ans que ton diabète est mal géré. Tu es trop souvent en hyper. Faudrait se réveiller à un moment, ma belle. Ta gueule. Paraît-il, tu aimes danser. Oui. Tu penses qu'en fauteuil roulant, tu aimeras toujours? La ferme, j'ai dit. Enfin, si d'ici là, tu es toujours vivante. Bordel, mais fermez-lui sa gueule! Je me tourne vers ma mère qui est en pleurs. Pourquoi tu pleures, toi? On parle de toi, là? C'est toi qui es diabétique? Je vais exploser, faut que je sorte de là et vite. Faut que je sorte de là, faut que je sorte de là, faut que je sorte de là. Ilana, tu vas où? La consultation n'est pas finie. J'ai couru loin du bâtiment, loin des humains, loin de ces personnes qui pensent savoir ce que tu ressens. Si seulement j'avais pu courir loin de lui aussi, mais il me suivait à la trace, ce chien. À bout de souffle, je me suis arrêtée. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a eu. À croire que toute sa vie, il n'attendait que ce moment-là. J'ai alors commencé à dégringoler dans ces abysses. Les jours suivants, je pleurais plus que je ne dormais. Tout était gris, fade, sans saveur, comme à mes 7 ans. Les humains me déprimaient encore plus que d'habitude. Mon humeur était exécrable et les gens se demandaient pourquoi. Mais que pouvais-je bien leur répondre? Et qu'auraient-ils bien pu comprendre? Rien, que dalle, nada, walou. Auraient-ils compris les piqûres qui laissent des bleus sur la peau? La sensation de l'aiguille qui perce la chair et le produit qui coule dans le corps? Aurait-il compris la contrainte de devoir s'injecter tous les soirs un autre produit qui brûle? Car les mêmes médecins s'étonnent et proposent à la place d'autres produits qui brûlent tout autant. Aurait-il compris les hippos en sport au milieu de la nuit et la fatigue du lendemain qui suit? Parce qu'une fois réveillé pour se resucrer à 4 heures du matin, on ne se rendort pas dans les 2 minutes. Aurait-il compris l'angoisse d'être en hyper toute la journée et de se dire que ça ira mieux le lendemain? Aurait-il compris toutes ces contraintes chronophages et anxiogènes? Un jour, mon père m'a dit que depuis mon hospitalisation à mes 7 ans, j'avais perdu mon sourire. Mais qui le regardait? Mon entourage le vit mal aussi. C'est d'ailleurs quelque chose que je ne comprends pas toujours. Mes proches essaient de m'aider comme ils le peuvent, de me remonter le moral, sauf que ça m'énerve encore plus. Mais ils ne le comprennent pas et je n'arrive pas à leur expliquer. Leurs phrases comme Je comprends. ou Tu vas guérir, j'en suis sûre. arrêtez! Qu'est-ce que vous en savez, que je vais guérir? Et toi, je t'en prie, explique-moi ce que tu sembles si bien comprendre. Pourquoi c'est tombé sur moi? Pourquoi j'y suis pas passée à mes 7 ans? Pourquoi je gère aussi mal? Pourquoi j'ai l'impression que tout est si compliqué? Pourquoi mon pancréas a fait grève sans me prévenir? Comment t'es arrivé? Pourquoi t'es arrivé? Est-ce que je vais vraiment terminer amputé ou aveugle? Je veux pas mourir à cause de lui, merde! Le diabète est fatigant physiquement, mais surtout mentalement. Il puise dans nos ressources les plus profondes. J'ai eu des moments de pleurs, de grande colère, de rage, de questionnement, et j'en ai encore aujourd'hui. Il n'est toujours pas parti? Non. Et toi? T'es pas parti non plus? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais qu'il t'aurait emporté, mais tu es encore là, alors ça me rassure. Est-ce que papa et maman s'en sont remis? Parce qu'ils n'arrêtaient pas de pleurer, et ça me faisait pleurer aussi. Non, j'en sais rien et je m'en fous. Je peux te demander un service? Quoi? Vis, parce que si tu meurs, ça voudra dire qu'il a gagné, et il est hors de question qu'il gagne quoi que ce soit.